L'Hebdo Politique. Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78, épisode 198. Notre invité ce soir est Laurence Trochu. L'Hebdo Politique. Laurence Trochu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale des Yvelines et présidente du mouvement conservateur. Le département des Yvelines est durement touché par le terrorisme. En 2016, un couple de policiers a été tué à Magnanville. Il y a un an, c'était l'assassinat de Samuel Paty qui marquait le pays. 2021 place votre département encore une fois dans le deuil avec cette attaque à Rambouillet. C'est une nouvelle épreuve. C'est une épreuve bien sûr avec toute la tristesse que ces événements génèrent, parce que derrière il y a des vies, il y a des familles, et on sait que ce sont à chaque fois des drames. C'est un drame aussi pour notre pays, parce que derrière toutes ces attaques qui visent des personnes, c'est aussi la France qui est visée. Et là il y a aussi de la colère, parce que nous sommes attaqués, et la question qui se pose immanquablement, c'est de savoir est-ce que nous savons riposter, ou en tout cas est-ce que nous savons riposter avec les bons outils. Et là il y a de la colère par rapport justement à ces demi-mesures prises par le gouvernement, qui ne permettent pas d'enrayer en fait cette vague d'attaques terroristes et ces vagues de délinquance, parce que là on est bien sûr en tant qu'Yvelinois directement touché par ces attentats. Et puis il y a aussi toute la délinquance de tous les jours, mais qui n'est pas je dirais simplement de l'ordre du fait divers. Enfin, je vois que par exemple une femme a été brûlée à Mérignac, brûlée vive à Mérignac. Je vois que la nuit dernière encore à Villeurbanne, il y a un policier qui s'est pris un tournevis dans la main. Voilà, et ces violences en fait qui sont faites aussi contre nos institutions, eh bien c'est la France qui est attaquée. Et la colère vient de ce que aujourd'hui, quand on regarde les parcours en fait des assaillants quand il s'agit de terroristes, ou les parcours des délinquants quand il s'agit de crimes ou de tentatives de crimes, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre délinquance, terrorisme et immigration. Et je ne suis pas là en train de dire que tous les terroristes ou tous les délinquants sont des immigrés. Je suis simplement là en train d'oser pointer un sujet sur lequel beaucoup trop ferment les yeux, au motif que parce qu'on est un pays ouvert, eh bien, il ne faudrait pas poser sur la table tous les éléments du sujet. Et là, il y a de la colère. Justement, le 23 avril dernier, une fonctionnaire de police a été tuée dans une attaque au couteau. Vous avez décrit cet acte comme, je cite, une barbarie islamiste. Le gouvernement est-il trop laxiste avec l'immigration ? Vous savez, c'est une question de volonté politique. Les remèdes, on les a depuis longtemps, mais ils ne sont pas appliqués. Et là, pour le coup, c'est vrai que contre le Covid, on a mis en place, je dirais, des frontières à 10 km de chez soi, mais on est incapable de repenser le sujet des frontières comme sous l'angle de la protection. Vous voyez, toujours on pense les frontières sous l'angle de la fermeture et jamais on les pense sous l'angle de la protection. Et là, il y a un vrai problème, parce que concrètement, aujourd'hui, ce qui rend impossible l'assimilation des immigrés, c'est le phénomène de nombre. Et quand justement on n'est pas en mesure de partager et de s'assimiler et de partager ce qui fait, je dirais, la définition du pays d'accueil, eh bien, on assiste à des phénomènes de repli identitaire, on assiste à des phénomènes de radicalisation, on assiste à des phénomènes aussi qui sont en lien avec la pauvreté, à la fois culturelle et économique. Et finalement, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le terrorisme, dans les insurrections urbaines, c'est le reflet de cela. Et quand moi j'entends Monsieur le Premier ministre, quand j'entends le ministre de l'Intérieur, quand j'entends le porte-parole du gouvernement qui dit surtout on est à 1000 lieues, voire à 100 000 lieues, je crois, disait l'un d'eux, de faire un lien entre immigration et terrorisme, mais qu'on ouvre les yeux, parce que allumer les bougies, ça suffit plus, quoi. Faire des beaux discours qui sont à chaque fois, je dirais, des discours d'après-coup. C'est comme si, vous voulez, on se disait, quand je vois que mon compte en banque est dans le rouge, c'est sûr que si j'attends la fin du mois pour le regarder, je ne vais qu'assister passivement à cette lamentation. Là, il y a vraiment besoin d'engager une volonté politique pour être à même de poser des solutions qui, encore une fois, existent déjà. Alors, Stéphanie M a été décorée de la Légion d'honneur à titre posthume et le Sénat
lui a rendu hommage le 5 mai. Il n'y a pas que le terrorisme qui menace les services publics français. On a appris qu'en avril dernier, des policiers des commissariats d'Elancourt et de Trappes notamment avaient été attaqués. La police est-elle devenue une cible privilégiée ? Bien sûr, parce que la police, c'est l'ordre, c'est l'autorité. Et dès lors que les policiers, justement, sont dans leur rôle, ils sont les derniers remparts contre cette barbarie qui s'exerce de la délinquance au terrorisme. Et nos forces de l'ordre paient un lourd tribut depuis plusieurs années maintenant, particulièrement dans les Yvelines. Mais les policiers ont peur aussi. Parlons par exemple des rodéos de moto, c'est la même chose. Moi, c'est un sujet que j'avais déjà abordé avec des policiers du commissariat de Guyancourt qui me disaient, vous savez, intercepter des motos quand il y a des rodéos, c'est mettre en danger nos propres motards. Et on voit bien aujourd'hui que la police prend des risques considérables pour nous protéger, nous, et elle en paie le prix. Et justement, comment protéger ceux qui nous protègent ? Protéger ceux qui nous protègent, encore une fois, c'est d'abord faire respecter la loi. Quand des policiers interceptent, mettent en garde à vue et que la justice, derrière, relâche au motif qu'il y a des circonstances atténuantes, regardez l'affaire Halimi, l'irresponsabilité pénale. Il va falloir aussi qu'on ouvre à nouveau ce dossier, parce qu'il y a des critères aujourd'hui qui ne sont pas ceux qui étaient, je dirais, qui avaient animé la loi toujours en vigueur. Mais clairement, un délinquant et un assassin sous l'emprise de la drogue, eh bien, est-ce que c'est si simple que ça de dire qu'il n'est pas responsable ? Et puis quand par ailleurs on ouvre le débat de la légalisation du cannabis, il y a des contradictions qui sont absolument intolérables dans ce contexte-là si douloureux. Alors venons-en aux mesures gouvernementales pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Depuis le début du mois de mai, la vaccination est élargie à tous les adultes de plus de 55 ans, mais aussi à partir de 18 ans pour les personnes atteintes de comorbidité. Depuis le 12 mai, la vaccination accélère puisque le président a annoncé qu'il serait possible de prendre rendez-vous le jour pour le lendemain, quel que soit l'âge, au cas où des doses seraient inutilisées en fin de journée. Au 7 mai, 16,3 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin et 7,3 seraient vaccinés complètement. Première question, quel est votre regard sur la vaccination dans le département ? Dans le département, on a été, je pense, aux avant-gardes grâce à une organisation, à une souplesse dans l'organisation territoriale. Et c'est là qu'on voit que les élus locaux, depuis le début, dans cette crise du Covid, sont finalement les mieux à même d'y répondre, d'abord parce qu'ils connaissent les besoins, ils connaissent les situations, ils savent identifier aussi les mesures à prendre pour répondre aux besoins spécifiques des différents types de populations qui ont besoin d'être vaccinées. Donc je pense qu'avec ce qu'on a réussi à mettre en place autour de la dynamique créée par Jean-Michel Fourgousse au vaccinodrome de Saint-Quentin, on peut vraiment dire qu'on a été un territoire d'innovation, comme il aime à le dire lui-même. Maintenant, ce sujet de la vaccination, qui est une des réponses à la crise du Covid, ne doit pas faire oublier qu'il y a aussi d'autres réponses qui, pour le coup, ont été complètement négligées. Et là, je m'exprime au nom, je dirais, des médecins libéraux, des médecins de ville que je rencontre sur notre territoire et qui nous disent, finalement, dans cet épisode, depuis le début, on nous a quasiment muselés, au sens où on nous a pas simplement mis un masque, mais on nous a aussi dénué du bon sens qui est celui de notre expérience, parce que on a été dans une logique de prévention uniquement d'un point de vue hygiéniste et pas d'un point de vue médical. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché, où on ne nous a pas incité, où on ne nous a pas conforté dans notre volonté de peut-être pas soigner le Covid en tant que tel, mais d'en soigner les conséquences ou de même les anticiper et de faire en sorte qu'on n'aille pas vers des formes de Covid long ou de Covid grave. Et les médecins généralistes alertent là-dessus en disant ce serait une erreur stratégique de penser la lutte contre le Covid uniquement sous l'angle de la vaccination. La médecine, heureusement, a appris depuis Pasteur, bien sûr, mais elle a aussi appris, notamment, par exemple, à renforcer les défenses immunitaires. Et donc, on ne sera vainqueur de cette terrible maladie que si on a la souplesse, finalement, d'utiliser différents moyens, différents outils pour lutter contre. Concernant la stratégie gouvernementale, le 19 mai, ce sera la réouverture des lieux culturels, terrasses et enceintes sportives. Le couvre-feu sera décalé à 21h, puis le 9 juin, encore un décalage du couvre-feu à 23h. Le 30 juin, date prévue du retour à la normale, sous conditions bien entendu. Ce sera en fonction du taux d'incidence de l'épidémie. Il devra être en dessous des 400 cas pour 100 000 habitants.
Pour vous, Laurence Trochu, est-ce un copier-coller de l'année dernière avec une réouverture durant la période estivale pour faire plaisir aux Français avant le retour des restrictions ? Alors, c'est pas simplement faire plaisir aux Français. Moi, je pense aussi à tous les Français qui n'ont pas les moyens de se faire plaisir. Parce que concrètement, notre économie souffre. Elle a souffert terriblement. Nous, au niveau du département, nous avons aidé les communes à aider les commerçants, puisque les maires avaient pu identifier dans leur ville quels étaient les commerces qui avaient le plus souffert. Et nous, en tant que département, nous n'avons pas la compétence économique, mais nous avons ce devoir d'aide aux communes, parce qu'il y a vraiment cette solidarité entre communes et départements. Et notre manière d'y répondre précisément, ça a été de proposer aux maires de travailler main dans la main pour repérer quels étaient les commerces en difficulté et venir à leur aide de manière au moins à ce qu'on puisse leur permettre d'assurer les charges fixes qui sont les leurs. Alors ensuite, oui, les Français en ont marre, on en a tous marre de vivre masqués, de vivre contraints de rester chez soi dans certains volumes horaires, contraints au télétravail. On voit très bien aussi les drames que génère l'isolement. Moi, j'ai appris que dans le lycée de mon fils, cette semaine, il y a un garçon de seconde, de 16 ans, qui s'est suicidé. Je ne suis pas à même de dire que ça a un rapport direct avec l'isolement du Covid, mais on voit bien qu'il y a tout un contexte d'isolement qui fait que les personnes les plus fragiles, évidemment, sont les premières exposées. Donc, il y a nécessité de ne plus bloquer notre économie, d'apprendre à vivre avec ce virus, comme on le dit depuis le début, mais apprendre à vivre avec ce virus, c'est aussi apprendre à vivre avec l'idée de la mort qu'on veut absolument évacuer de notre vie, puisque, par exemple, les sujets liés à l'euthanasie, ce n'est rien d'autre que de ne pas vouloir voir la mort, de ne pas vouloir reconnaître ce qui fait partie de notre vie, hein, comme on peut quand même le dire. Et aujourd'hui, on a eu une stratégie de confinement qui était finalement l'aveu d'un échec. C'est parce qu'on n'avait pas réussi à faire autrement qu'on a confiné. Donc oui, bien sûr, il faut déconfiner, mais en tirant les leçons des échecs de ces premiers confinements, déconfinements, parce que sinon c'est sans fin. C'est important de déconfiner, mais est-ce que c'est important de déconfiner, de tout lâcher d'un coup ? Vous n'avez pas peur d'un laisser-aller ? C'est pas ce qui est prévu de toute façon. Là, il y a un déconfinement par étapes, alors dont la cohérence effectivement peut interpeller aussi, parce que quand on a confiné, on était à 3000 cas, aujourd'hui on est à 5000 je crois, un peu moins de 5000, et on déconfine. Donc il y a aussi cette crédibilité de la parole publique qui est mise en jeu, parce que bien souvent on se dit il y a des mesures qui sont prises et qui ne semblent pas rationnellement fondées. Je prends l'exemple du masque en extérieur. Ça revient aujourd'hui dans les nombreuses interrogations, mais de fait, est-ce que c'est bien fondé scientifiquement de porter un masque en extérieur ? Justement, le débat du port du masque, est-ce qu'il doit rester obligatoire en extérieur ? Et êtes-vous d'accord avec ceux qui préconisent de faire confiance aux Français en les laissant sans masque en extérieur, mais en le gardant dans la poche, et quand ils voient un afflux de l'affluence, le remettre naturellement. Et ça fait appel à la responsabilité. Et c'est évidemment la solution idéale, parce que les Français en ont marre d'être infantilisés. Et puis encore une fois, s'ils ne suivent pas les mesures, c'est la plupart du temps parce que ces mesures ne sont pas scientifiquement fondées, ne sont donc pas rationnellement fondées. Et au bout d'un moment, je dirais, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Donc bien sûr, faire appel à la responsabilité individuelle me semble la meilleure réponse pour ne pas augmenter encore ce ras-le-bol, parce que vous savez, quand on tire trop d'un côté, il y a un retour de balancier terrible, et toutes les fêtes sauvages qu'on a pu qui ont égrené l'actualité étaient quelque part l'expression de ce ras-le-bol. Je suis pas là en train de les justifier, hein. Je suis simplement en train de dire attention, quand on gouverne en muselant, quand la bouche s'ouvre, malheureusement, c'est pas forcément pour dire des belles choses. Serait-il logique donc de voir les départements les plus touchés garder des restrictions strictes pendant que le reste du pays soit allégé ? Pensons aux petits villages de campagne ou de montagne où la densité de population est plus faible. Si on vous dit au sortir de l'été que les Yvelines doivent se reconfiner, est-ce que ce serait normal ? Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire si ce serait normal ou si ce ne serait pas normal, dans la mesure où je n'ai pas les éléments qui permettraient de prendre une décision. Simplement, laisser cette souplesse territoriale, c'est absolument indispensable. Parce que ce serait
mal comprendre ce qu'est l'égalité que d'estimer que, pour pas qu'il y ait de discrimination, parce que finalement derrière c'est cette question-là qui est posée, pour pas qu'il y ait de discrimination, il vaut mieux punir tout le monde ou il vaut mieux niveler par le bas. Et effectivement, sur une île où il y a une densité de population très faible l'hiver ou à l'automne, les obliger aux mêmes règles que celles d'une grande métropole, ça n'aurait absolument aucun sens. Parlons, si vous voulez bien, des élections départementales et régionales qui approchent. Comment vous placez-vous pour ces élections ? Je ne me place pas. J'ai fait le choix, justement, de ne pas concourir cette fois-ci. Non pas que j'aurais souhaité décliner, mais tout simplement parce que l'équipe qui s'est constituée et qui comporte en son sein des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration et même d'amitié s'est élargie à des membres qui ne sont absolument pas de notre famille politique et qui n'ont rien à voir avec les politiques que par ailleurs nous pouvons dénoncer au niveau national. Et la clarté et la cohérence ont toujours été pour moi vraiment des valeurs dans mon engagement politique, donc je ne cautionnerai pas ces choix et donc je dirais je ne trouve pas ma place dans cette équipe qui de toute façon ne saurait pas m'en trouver non plus parce que je n'ai pas l'intention de mettre sous le tapis ce qui fonde mon engagement et qui est animé par des convictions fortes. Alors est-ce que le mouvement conservateur va soutenir les Républicains ? Alors moi je fais partie de la CNI, de la Commission nationale d'investiture des Républicains. Donc j'ai eu l'occasion de m'exprimer cette semaine encore et puis les semaines passées sur les dossiers qui nous ont été soumis pour les régionales notamment. Et c'est à cette occasion que j'ai pris une décision assez forte qui a été de ne pas accorder mon soutien à Renaud Muselier. Nous étions peu nombreux, il est vrai, à opter pour ce choix. Mais encore une fois, c'est celui de la clarté et de la cohérence. On ne peut pas d'un côté fricoter avec En Marche, en dénoncer la politique gouvernementale qui liquide la France. On a parlé des sujets sécuritaires, on a parlé du terrorisme, on a parlé aussi des sujets sanitaires. Donc on ne peut pas tenir ce discours-là au niveau national et valider en fermant les yeux le fait que dans nos territoires, si aujourd'hui nous ouvrons nos majorités départementales ou régionales à En Marche, eh bien demain nous leur fournissons les grands électeurs qui seront à même de faire basculer le Sénat, qui aujourd'hui est la seule force d'opposition en France, seule force efficace. Bien sûr qu'on a des députés à l'Assemblée, mais ils ne sont pas majoritaires. Est-ce que justement tous ces mouvements entre politiques, ça floute forcément la vision des Français ? Est-ce que les prochaines élections vont être un aperçu des présidentielles qui arrivent en 2022 ? Mais surtout, ça dégoûte. Surtout, ça dégoûte. Moi, je ne me suis pas engagée en politique pour ça. Et les Français en ont ras-le-bol. Je veux dire, quand on voit tous les dossiers brûlants qui agitent notre pays, quand on voit la vie quotidienne des Français qui est à ce point impactée, bien évidemment qu'ils attendent de la clarté parce que aujourd'hui, cette politique qui consiste à valider le en même temps, alors je ne suis ni de droite ni de gauche, mais je peux aussi être et l'un et l'autre en même temps, c'est une liquidation de tous nos repères, c'est même un danger pour la démocratie parce que en démocratie, dans une élection, il y a des gagnants, il y a des perdants et c'est pas en les ripollinant avant même de concourir qu'on pourra dire qu'on a été victorieux. Et je crains justement que le 27 juin, il y ait des victoires qui soient en fait de véritables défaites sur le plan démocratique. On voit l'envie dans votre mouvement de valoriser le modèle d'une famille durable. Quel est ce modèle ? Ce modèle d'une famille durable, c'est d'abord considérer que ce qu'on voit au quotidien, et ça, pour le coup, j'ai été bien placée pour le voir durant ces 6 années de mandat départemental à la commission famille et emploi, affaires familiales et sociales. Tout ce qu'on voit de détresse vient parfois et souvent de familles qui ont été éclatées pour X raisons et des raisons sur lesquelles je ne pose absolument aucun jugement de valeur. Mais c'est bien évident que la famille durable, c'est une famille qui est à même d'accueillir des enfants dans des conditions matérielles et juridiques qui les protègent. Le mariage, ça n'est rien d'autre qu'un contrat. Le mariage, c'est pas une histoire d'amour pour le législateur, vous voyez. C'est le contrat à partir duquel on va garantir aux deux époux et aux enfants qui naissent de leur union une structure à même d'être une rampe de lancement dans la vie. Et c'est pour ça que je suis attachée au mariage civil comme étant justement cette structure qui protège.
Vous êtes opposé à la PMA, la procréation médicalement assistée. À ce propos, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé lundi 3 mai que les premiers bébés nés de PMA d'un couple de femmes ou d'une femme seule naîtra avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Y croyez-vous et quel est votre avis sur ça ? Mais c'est surtout pas la priorité. C'est surtout pas la priorité. Faire des lois pour répondre à des désirs individuels que je peux comprendre. Le désir de maternité, évidemment, en tant que femme, je le comprends. Mais le sujet, c'est pas ça aujourd'hui. Vous voyez, si à chaque fois que des désirs individuels, quels qu'ils soient d'ailleurs, nécessitent de faire une loi, mais on détourne en fait le rôle du Parlement. On détourne le rôle du Parlement. La loi, elle doit être valable pour tous. Et aujourd'hui, venir parler de PMA qui, encore une fois, correspond à une minorité de demandes pour des femmes en couple, alors qu'il y a des urgences telles que celles dont on a pu débattre au début de cette émission, notamment des urgences en termes de protection des Français, protection économique, protection vis-à-vis du terrorisme, régulation de l'immigration. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, une politique, ça doit se faire autour de priorités. Et je pense que c'est là que la droite a peut-être justement quelque chose à dire, parce que il y a urgence aujourd'hui. Vous voyez, il y a urgence à conserver en France ce qui est sans cesse détruit depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et liquider la famille, c'est derrière en payer les conséquences dans nos services sociaux. Je précise que la PMA s'adresse pour le moment aux couples hétérosexuels en âge de procréer si l'un des membres présente une stérilité pathologique médicalement constatée ou est porteur d'une maladie grave pouvant être transmise au conjoint ou à l'enfant. En 2017, le mouvement conservateur avait fait campagne pour François Fillon. Qui allez-vous soutenir en 2022 ? Est-ce que Valérie Pécresse pourrait être la personne que vous allez soutenir ? Alors vous savez, on a fait une grande consultation il y a 1 an, 240 000 participations, consultation avec nos moyens du bord. Nous sommes un petit parti politique aussi qui n'a pas donc de grands moyens, mais cette consultation a été un succès. Nous avons interrogé les Français sur les principes qui pour eux comptent dans la vie et sur les propositions concrètes à même de les mettre en œuvre. 240 000 participations, de là est né un manifeste de 50 pages qui propose en fait justement les mesures prioritaires pour la France. Et nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller rencontrer les parlementaires, les députés, les sénateurs, les présidents d'exécutifs dans les régions, etc. Et toute personne qui nous en faisait la demande, parce qu'on a aussi eu beaucoup de demandes de rendez-vous. Et c'est sur cette base-là qu'en fait nous regarderons le programme et le projet pour la France. Mais il y a déjà 3 grandes lignes qui se dessinent. La France, c'est une nation donc avec des frontières, avec une géographie. C'est donc une souveraineté nationale qu'il faut être en mesure de garantir, à l'instar de, ou plutôt à l'opposé de ce que Emmanuel Macron demande d'une France qui finalement serait une start-up nation, une France ouverte à tout vent et incapable de garantir la sécurité et la protection. La France, c'est aussi une nation qui est héritière d'une civilisation, héritière d'une manière de vivre à la française, bien loin du multiculturalisme d'Emmanuel Macron qui affirme qu'il n'y a pas de culture en France et qui du coup est prêt finalement à renier notre histoire, à renier nos modes de vie, pourvu qu'on soit le plus accueillant possible, y compris à ceux qui ne partagent pas notre culture et nos modes de vie et qui entendent nous les imposer. Et puis la France, c'est aussi une nation qui a, je dirais, ce souci de la préservation de l'environnement et de la nature humaine, en préservant également la beauté des paysages, parce que je suis très attachée à la fois au patrimoine naturel, au patrimoine humain et au patrimoine culturel. Et donc sur la base de ces 3 grands axes-là, eh bien, nous examinerons le projet et le candidat qui sera à même de le porter, justement en regardant aussi sa cohérence dans les choix des élections intermédiaires, départementales, régionales, parce que je pense qu'à 1 an d'écart, on ne pourra pas fermer les yeux sur les choix qui auront été faits. Moi, je dis toujours, montre-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. C'est un petit peu sous cet angle-là que je regarderai nos candidats au régional. Donc Valérie Pécresse en 2022 pourrait être une solution. Je rappelle que vous êtes toutes les deux des Yvelines. Exactement. Est-ce que pour vous, c'est important aussi de soutenir une femme ? Vous savez, souvent la parité qui est évidemment une avancée, elle sert aussi de prétexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger de la compétence d'une personne en fonction de son sexe. Ce serait finalement
le pire féminisme que de faire ça. Ce serait même nier l'égalité fondamentale entre un homme et une femme. L'égalité, je dirais, de dignité et de nature entre un homme et une femme. Donc choisir une femme n'est pas pour moi un critère de compétence, pas plus que choisir un homme. Très rapidement, pour finir, vous vous projetez sur cet été dans le département ? On va remettre en place dans le département notamment tous les soutiens qui ont été validés l'année dernière pour que les Yvelinois qui ne partent pas en vacances et qui ne pourront pas partir en vacances puissent bénéficier d'un accompagnement comme on l'a fait en juillet et août dernier, parce que c'est notre rôle en tant que département d'être au plus proche des besoins, d'abord de pouvoir les identifier, et c'est en cela que le département est un acteur absolument capital de la vie du quotidien. Merci à vous, Laurence Trochu, d'avoir participé à cet hebdo politique en association avec TV78. Je rappelle que vous êtes conseillère départementale des Yvelines et présidente du mouvement conservateur. Merci. Merci à vous tous. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur le site internet et l'application Radio Sensation. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain pour un nouvel hebdo politique. L'hebdo politique.